Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous recevons le journaliste d'investigation Vincent Noce qui publie une nouvelle enquête aux éditions Buchet-Chastel, L'or pillé des pharaons. Il revient sur les scandales qui ont entaché les réputations du Met et du Louvre et bien sûr sur le réseau de trafiquants d'œuvres d'art qui a opéré derrière. C'est parti pour Art et Marché. L'or pillé des pharaons aux éditions Buchet-Chastel, c'est la nouvelle enquête du journaliste d'investigation Vincent Noce, qui est aujourd'hui en plateau pour nous détailler son parcours et apporter son regard sur les affaires qui ont secoué le Metropolitan Museum à New York et le Louvre. Vincent Noce, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous remettre dans ce contexte sur pourquoi Jean-Luc Martinez a été mis en examen en 2022 ? C'est vrai que c'était une nouvelle qui a beaucoup secoué le monde de la culture à l'époque. Oui, ça a été vraiment presque une déflagration, on pourrait dire. Jean-Luc Martinez est l'ancien président directeur du Louvre, donc c'était un personnage considérable. Mm-hmm. D'ailleurs, depuis, il est devenu ambassadeur. Il a rédigé plusieurs rapports contre le trafic. Oui, en amont de sa présidence. Oui, et donc on est vraiment, tout le monde est tombé des nues, quoi, à ce moment-là. Ça a été vraiment un choc. Et ce qu'on lui a reproché, c'est qu'il y avait une partie de la collection du Louvre Abu Dhabi, qui est un musée aux Émirats, un musée des Émirats même, il faut préciser, c'est pas une antenne du Louvre. Il y a une partie de la collection a été acquise avec une aide française d'une agence dont il s'est occupé, il était le président du conseil scientifique de l'agence. Et donc, si vous voulez, ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu, après une investigation que je décrypte dans le livre, qui, à mon avis, a été menée à charge, et avec des erreurs, même de conduite, enfin, pas mal de pépins, de chaos. Et ce qui est terrible, c'est que, en fin de compte, on l'a mis en examen, lui, ainsi qu'un autre conservateur, parce que, fondamentalement, ils avaient fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils avaient contribué à trouver des œuvres, rechercher les historiques, rechercher si elles étaient authentiques, si elles valaient bien l'argent qu'on dépensait, enfin, etc., quoi. Parce que ce qui lui est reproché au départ, pourquoi est-ce qu'il rentre, vous le décrivez, c'est la première scène du livre, il rentre dans les bureaux de l'OCBC, on procède à un interrogatoire, parce que donc il aurait fait preuve de négligence sur l'acquisition d'œuvres d'art qui se seraient retrouvées au Louvre Abu Dhabi. Voilà, donc l'OCBC, c'est l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Donc c'est la police de l'art, en gros. Hein. Et c'est un très, très bon organisme qui a fait des choses épatantes, enfin, avec des gens qui sont formidables, etc. En l'occurrence, à mon avis, ils se sont un peu trompés et ils ont ciblé notamment, enfin, ils ont ciblé non seulement, disons, des gens qui sont vraiment fortement suspectés d'être des bandits, si on veut, des trafiquants, bon, après tout, ils sont encore considérés comme innocents, disons, pour le moment, en attendant d'un procès, mais aussi des égyptologues, des conservateurs, donc ils s'en sont pris aussi, je dirais, aux hommes de science et aux hommes de l'art. Et alors, effectivement, en leur reprochant de ne pas avoir vu que les documents étaient falsifiés. Ceci dit, c'est pas très facile. Moi-même, j'ai eu ces documents en main. J'en ai eu un certain nombre. Et alors, vous avez une feuille transparente tapée dans une vieille machine à écrire en allemand, en arabe, en anglais, en français, avec des dates, une facture de galerie du Caire datée des années 1930. La galerie, elle n'existe plus, il n'y a pas d'archives, enfin,
Bon, c'est pas du tout évident, disons, ça saute pas aux yeux. Hein. Parce que pour vous, les conservateurs n'auraient pas cette responsabilité-là? Alors, les conservateurs ont cette responsabilité, absolument, hein, et ils l'assument. Le problème, c'est que là, ils se sont fait tromper par des gens qui ont monté des faux historiques avec des tas de factures de marchands d'art, de transport, des témoignages, des attestations, et des documents d'exportation, évidemment, qui sont très importants, qui en fait ont été falsifiés. Et j'imagine que tout le problème repose justement sur ces documents qui, surtout à une certaine époque, on peut très facilement en fait faire défaut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont certifiables à l'heure du digital, etc. À l'époque, j'imagine que créer un tampon qui soit faux, c'est faisable. Ça, c'est évidemment une des grandes peurs qu'on doit avoir avec l'intelligence artificielle, c'est que ça va devenir plus facile. Encore plus. Encore plus facile de faire des faux. C'était pas si facile que ça. Et en l'occurrence, l'opération a été très bien montée. En fait, ce qui se passe au départ, c'est que vous avez une famille d'antiquaires qui vivait au Caire, qui s'appelle les Simoniennes, qui sont d'origine arménienne, bien sûr, et dont le principal personnage, si vous voulez, le parrain de la famille, vivait en Allemagne. Et donc, ils ont ramené du Caire, apparemment, des factures vierges, des choses comme ça, des documents d'exportation, des choses comme ça, qu'ils avaient trouvés pendant qu'ils étaient en activité au Caire. Et donc, voilà, donc évidemment, c'est fait pour tromper, et ça marche assez bien, quoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est ces noms-là que vous citez, c'est que ce sont des noms qu'on retrouve déjà dans l'affaire du sarcophage volé, pour le coup, et ça c'est acté, la justice a statué dans l'affaire du sarcophage qui a été volé et qui a été retrouvé au Met. Et ce sont les mêmes noms qu'on retrouve dans ces deux affaires. Voilà, alors c'est ça qui déclenche aussi d'ailleurs l'enquête que j'ai menée pour ce livre. Il y a un sarcophage doré qui est acheté pour 3,5 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, par la métropolitaine, qui est très fière, et qui l'expose. Et à ce moment-là, un des trafiquants qui l'avait pillé en Égypte a dénoncé, par des circuits un peu tortueux que je délivre dans le livre, a dénoncé le pillage. Et avec des photos à l'appui. Et donc j'ai vu des photos où on voit le sarcophage sorti de terre, qui est abîmé, sali, il est posé sur une couverture. Donc voilà. Et on a la date de cette photo, puisqu'elle est horodatée, évidemment, et que c'est retrouvable par les services d'enquête. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit que le vendeur de ce sarcophage est un certain Kunicki, Christophe Kunicki, qui est un expert très bien établi sur la place parisienne, un très bon expert d'ailleurs, il faut le dire, et c'est lui qui l'a vendu au Metropolitan. Et à ce moment-là, moi je m'aperçois qu'il a aussi vendu un certain nombre d'objets au Louvre Abu Dhabi, qui sont les objets en question qui sont mis en cause en France. Et donc, voilà, donc je me dis, là il y a un problème. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ces objets aussi ont pu être pillés, et donc que toute l'enquête, à ce moment-là, s'emballe, si on veut. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'enquête sur le sujet du Louvre, plutôt ? Alors, la difficulté de cette enquête, c'est qu'elle accuse des conservateurs sur la foi de renseignements que nous avons aujourd'hui. Mais quand ils ont acheté les œuvres, ces renseignements, on ne les avait pas. On ne savait pas que Christophe Kunicki était un expert problématique. On ne savait pas que les factures pouvaient être falsifiées. Il n'y avait aucun doute, il n'y avait pas de problème. C'est seulement des années après qu'on a su que... Donc c'est là qu'il y a, à mon avis, une erreur temporelle gravissime de la part des enquêteurs qui superposent l'un et l'autre. Et malheureusement, il y a certains journaux qui sont rentrés dans la boucle et qui ont dit la même chose.
qui les ont accusés d'avoir acheté les œuvres, ou fait acheter les œuvres par les Émiratis, plus exactement, Oui. d'avoir fait acheter les œuvres en connaissance de cause, en sachant qu'elles pouvaient avoir été pillées, ce qui n'a aucun sens. Pourquoi le président du Louvre ferait ça? Ça n'a vraiment aucun sens. Alors maintenant, le dossier, il est en fouille. Pour l'instant, il est toujours entre les Voilà, mains de la il a justice. changé de juge d'instruction, D'accord. et il est là, sur la pile, qui est une grosse pile, je peux vous dire. Il y a des juges d'instruction qui ont une centaine de dossiers à traiter en même temps, donc vous imaginez. Et bon, il n'est pas prioritaire de prioritaire, comme on dit. Et donc, il est tout au fond de la pile. Il n'y a pratiquement pas d'audition. Il n'y a pas d'enquête. Normalement, l'enquête, elle est à peu près bouclée maintenant. Et donc, c'est une affaire qui s'enlise comme ça, ce qui est terrible. À suivre. Et il nous reste une grosse minute. Est-ce que ce genre de choses, aujourd'hui, ça pourrait encore se passer, notamment depuis la loi du 28 juin dernier, qui apporte un cadre un peu plus structuré à l'importation d'œuvres d'art en Europe? Est-ce que ce genre de choses, ça pourrait encore se faire, vu les garde-fous qui sont mis aujourd'hui? Ça peut toujours arriver, il n'y a pas de risque zéro. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de précautions qui sont prises. Les gens, ils apprennent quand même, et ils prennent conscience. Et il y a, dans le marché de l'art, puisque votre émission porte sur le marché de l'art, notamment, mais aussi dans les musées, une conscience de plus en plus forte des risques et des précautions à prendre, notamment pour vérifier les historiques et les documents même. Et ce qui est intéressant avec votre livre, c'est que justement, on voit vraiment tout le fourmillement, le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre une œuvre d'art et jusqu'au moment où ça arrive dans un musée. Justement, peut-être que ça, on prend conscience qu'il faut peut-être être peut-être plus direct entre l'œuvre et son acquisition. Euh, oui, mais enfin bon, le trafic, c'est comme ça qu'il est fait, hein. C'est-à-dire au départ, vous avez quelqu'un qui gagne pas grand-chose d'ailleurs, hein, quelques milliers d'euros, hein, qui déterre quelque chose ou qui fouille, ou même un paysan qui trouve un objet. Après, ça va à des trafiquants, des vrais gangsters, hein, qui sont notamment implantés en Europe de l'Est, en Europe centrale, etc., hein, et qui sont des gens assez dangereux. Bon, et après, ça remonte, et puis ça remonte, et à un moment donné, ça peut rentrer dans le marché légal. C'est assez rare, mais pour des pièces de belle qualité et assez chères. Et à ce moment-là, elles sont blanchies, elles sont lavées, et on a oublié que... Et malheureusement, très longtemps, le marché de l'art, et même les musées d'ailleurs, mais surtout le marché de l'art, n'a pas vérifié les origines suffisamment. Et donc, c'est ça aussi, c'est le comportement qu'il faut changer, c'est sûr. En tout cas, tout est bien détaillé dans votre livre L'or pillé des pharaons. Merci beaucoup, Vincent Noce. Je rappelle que vous êtes journaliste, enquêteur. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché. Merci à vous.